Bonjour à tous, merci pour cette invitation, merci à CMT France pour cette initiative, en particulier Alexandre, à l'origine de cette initiative, de vouloir valoriser la recherche française dans le domaine de CMT. Je suis désolé pour ma voix, vous accepterez cette, cette voix un peu altérée. Alexandre m'a chargé de vous parler de l'écosystème des maladies neuromusculaires en France, de la filière Finémus, son rôle non pas dans le soin, mais également dans la recherche, son rôle pour promouvoir la recherche française dans le domaine de en particulier dans le domaine de maladies Charcot-Marie-Tooth. Euh, comme vous le savez, il y a beaucoup de maladies neuromusculaires rares. Actuellement, on identifie 700 formes de maladies rares neuromusculaires, ce qui complexifie le diagnostic, on verra plus tard, et la prise en charge. Nous avons actuellement 60 000 patients pris en charge dans les différents centres de référence et compétences de la filière Finemus. Alors voici le paysage de la filière, les différents centres de référence de compétences et coordination. On utilise les différents noms en fonction de CV des centres, un centre coordinateur, un CV de recherche en particulier plus important que les autres centres. Les centres de référence, les centres de compétences ont comme mission uniquement le soin. Donc, comme vous voyez, les centres sont répartis dans l'ensemble du territoire et l'objectif est d'éviter qu'il y ait une discrimination selon le lieu d'habitation. L'objectif est euh, que tous les patients, où qu'ils habitent, avoir accès à une plateforme d'expertise dans les maladies rares. Euh, Et on a la chance, cette réseau est très bien fait en France parce qu'à peu près tous les habitants sont à peu près à 100-150 km d'un centre de référence ou de compétences, d'un centre d'experts dans les maladies rares. Donc au total, il y a 68 centres de référence et compétences et dont 7 labellisés centres de référence européens. Alors, nous avons la filière collabore avec 10 associations de patients, 29 laboratoires de diagnostic, 44 laboratoires de recherche et 8 sociétés savantes. Donc, on construit un consortium autour des maladies rares pour les axes qui sont définis par les plans de maladies rares. Donc, 4 axes à développer. Le premier axe, évidemment, est soins et diagnostic, c'est le plus important. Ensuite, la recherche. Ensuite, la formation, information, formation des personnels soignants et patients et information, pareil, surtout patients, associations et le personnel soignant, et puis les collaborations européennes et internationales. Donc, pour cela, dans ces 4 axes, la filière a identifié 30 actions. Je vais vous donner quelques exemples plus tard. Sous la responsabilité de 24 responsables, chacun est meneur d'une action à peu près. Et puis, euh, les, ces leaders sont ces actions sont organisées à l'intérieur des commissions. Donc, nous avons 10 commissions qui gèrent ces 30 actions dans ces 4 axes. Par exemple, commission de recherche, commission essai thérapeutique et ainsi de suite, jusqu'à commission éthique, éveil technologique. Voici l'exemple, des exemples des actions
uniquement dans l'axe de soins. Par exemple, une action qui est vraiment majeure, c'est réduire l'errance diagnostique et l'impasse diagnostique. Je vous montrerai plus en détail plus tard. Ou améliorer euh, les, les essais, la mise en place des essais thérapeutiques en France et les thérapies innovantes. Euh, Mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique, les recommandations et ainsi de suite. Une action importante qui ne vous concerne pas, mais c'est les premiers pas dans les maladies génétiques, dépistage néonatal, surtout dans l'amyotrophie spinale, puisqu'il y a un traitement efficace. Donc, voilà quelques résultats. Par exemple, pour les PNDS, protocoles nationaux de diagnostic et de soins, nous avons écrit 22 PNDS, dont un PNDS pour CMT. Quel est l'objectif? Justement, je vous ai dit, pour homogénéiser les soins, pour que tout le monde ait les mêmes façons de faire, on écrit des recommandations pour le diagnostic et pour le soin, et tout le monde se réfère à ce document de base au niveau de l'ensemble de territoire. Les programmes d'éducation thérapeutique, 40 actuellement qui sont en cours au niveau de la filière, et j'espère bientôt un protocole d'éducation thérapeutique pour le CMT en, en collaboration avec CMT France. Les réunions multidisciplinaires pour discuter des cas difficiles, on en a fait 275. La filière organise avec des moyens sécurisés, des outils comme Zoom, mais médicaux sécurisés, 275 réunions et 800 dossiers qui ont été discutés en 2023. Donc, ça vous donne l'importance de l'activité de la filière. Et puis, comment favoriser la recherche, en particulier la recherche translationnelle, par la mise en place des consortiums. Ces consortiums qui sont constitués des cliniciens chercheurs, des généticiens, des neurologues, des rééducateurs, des cliniciens qui sont dans les laboratoires, des biologistes, de laboratoires diagnostiques, des chercheurs et voir l'association patients, en particulier dans le cas de CMT. Alexandre représente l'association et les discussions sont très riches. À rythme de 2 ou 3 réunions par an en discutant des articles importants, des actions de recherche importantes à mettre en place ou à monitorer de savoir où on en sommes et ainsi de suite. Une action importante de la filière est l'observatoire diagnostique. L'objectif est de réduire l'errance et l'impasse diagnostique. Alors, l'errance, c'est quand on n'a pas de diagnostic, mais on n'a pas tout fait, tous les examens. Par exemple, le malade a arrêté de venir en consultation, c'est un exemple d'errance. L'impasse diagnostique, c'est on a tout fait, mais on n'a toujours pas le diagnostic. Par exemple, on a fait les différents panels génétiques. Malgré tout, on n'a toujours pas le diagnostic. Voilà. Donc, il était important de savoir dans la population des malades suivis dans la filière, parmi ces 60 000, combien de patients nous avons en errance, si on en passe, si on va améliorer la durée, réduire la durée d'errance ou impasse diagnostique. Donc, il faut avoir un état de lieu. On a commencé à le faire en 2018 en collaboration avec l'AFM Téléthon. Donc, à l'époque, on avait dit le titre était un diagnostic pour tous, mais l'idée a plu à DGOS et on a mis en place l'observatoire de diagnostic. Nous avons été pilotes et l'ensemble des filières ont suivi. Donc, quand on regarde, On a fait quoi? quand on regarde, là, il y a une interaction, mais c'est pas grave. Quand on regarde l'ensemble des dossiers,
Sur 40 000 dossiers, nous avons identifié 66 000 dossiers en errance ou en impasse diagnostique, 4 500 en errance diagnostique. On n'a pas tout fait, on n'a pas réussi à tout faire pour ces patients. Et 6 000 pardon, 1 500 en impasse diagnostique. Ce sont les patients qu'on a tout fait, pour qui on a tout fait pour le diagnostic, mais on n'a toujours pas le diagnostic. Donc, il faut voir pourquoi. Et deuxième chose, de savoir parmi ces malades-là, quel est le rythme d'obtention de diagnostic par an. Et on s'aperçoit que c'est moins de 20%. Donc, ce n'est pas extraordinaire de résoudre 20%, moins de 20% de dossiers pour l'obtention de diagnostic pour un patient. Et ce rythme est constant depuis 2022, on a le même chiffre. Alors, quels sont les obstacles? Il y a certains obstacles sur lesquels on n'a pas tellement la main, donc il faut attendre des progrès technologiques. Voilà, il n'y a pas de biomarqueurs diagnostiques, donc il faut faire la recherche. C'est très bien. Mais il y a la rareté de la maladie. Plus la maladie est rare, plus moins on y pense et moins c'est plus difficile à faire le diagnostic. Je vous ai dit, il y a 700 maladies, on ne peut pas tout connaître, tout le monde ne peut pas tout connaître, c'est complexe, c'est hétérogène, c'est difficile. Et ensuite, la maladie est lente et très lentement progressive. Donc, le début de la maladie n'est pas facile à identifier. Voilà, c'est ce genre d'éléments que j'ai mis en bleu qui sont en partie responsables des errances diagnostiques. Ensuite, plus parmi la population qu'on a étudiée, on s'aperçoit donc plus le malade est âgé, plus le risque d'errance est important. Pourquoi? À 70 ans, on ne s'attend pas à une maladie génétique. C'est vrai qu'on va moins dans ces voies-là. Alors que chez un enfant, rapidement, on pense à une maladie génétique. Donc, plus la durée de maladie, début de la maladie est longue, plus l'errance est importante. Le malade a comment dire, naviguer entre les différents services et différents labos d'examen. Donc, on est dans la difficulté. Mais il y a des choses où on peut améliorer. Une autre reproche, par exemple, les délais de rendez-vous est important dans le centre. Bon, on va essayer. Les conditions ne sont pas faciles. Manque de connaissances. On s'est aperçu que la durée moyenne d'errance diagnostique, surtout dans les maladies génétiques, c'est de 10 ans. À partir du premier signe, début de la maladie, jusqu'au diagnostic, ça prend 10 ans. C'est énorme, c'est important, c'est inacceptable. Et on s'aperçoit que la majorité, 7 à 8 ans, correspondent à errance diagnostique avant l'arrivée dans le centre. C'est-à-dire la maladie a commencé depuis 7 ou 8 ans avant que les malades arrivent dans le centre. Ça, il faut le réduire. Donc, il faut améliorer la formation des étudiants en médecine, les généralistes, les spécialistes. Voilà, il faut agir là-dessus. Euh, il faut, il faut informer. On s'aperçoit qu'il y a une communication insuffisante dans le professionnel de la santé entre généralistes et spécialistes de ville et spécialistes de sang. Donc, tout ce circuit, il faut l'améliorer. Une partie, c'est lié aux malades. Le parcours est difficile, c'est ainsi. Il faut des tests, ça prend du temps. Donc, il y a une lassitude qui s'installe. Donc, au milieu, on laisse tomber. Les rendez-vous sont loin. Voilà. Et puis, parfois, on a peur d'avoir un diagnostic génétique pour une partie. Il y a une peur, une crainte plutôt psychologique. Donc, sur ça, il faut informer, former, voilà, des actions qu'on peut mettre en place. Deuxième action importante, et ça rejoint le thème d'aujourd'hui, c'est la commission essai thérapeutique. Le rôle de la filière est de promouvoir, faciliter, motiver la mise en place des essais thérapeutiques en France, d'être que la France, dans ce domaine des maladies neuromusculaires rares, dans la CMT, qu'on soit attractif. Et pour ça, on a mis en place donc cette commission qu'on fait, on joue sur tous les éléments pour que les labos pharmaceutiques viennent vers nous
facilitation de circuit administratif, travail collaboratif en réseau, c'est très efficace. Amélioration des procédures d'essais thérapeutiques dans les centres, ensemble, les discussions, les calculs de risque, l'acceptation des essais thérapeutiques, la critique des essais thérapeutiques. Parce qu'au fond, l'objectif, c'est de, malgré tout, évidemment, d'essayer des nouvelles choses, mais non pas prendre de risques ou le moindre risque possible. La discussion avec les autorités, tout ça, c'est très important. Vous voyez, on est en croissance en 2023. Nous avons évalué, écouté 24 laboratoires pour leur projet essai thérapeutique et nous avons mis en place et on avons facilité ça. Donc, un objectif très important pour nous. Alors, pour finir et conclure, un peu de médecine, enfin, ce que finalement j'adore. Voilà. La difficulté dans CMT, en lien avec les essais thérapeutiques et en lien avec ce qui va arriver dans la matinée, donc, c'est d'avoir un biomarqueur pour voir la progression de la maladie, pour voir l'aggravation de la maladie et voir comment un médicament arrête cette aggravation. Donc, évidemment, on a des scores cliniques qui ne sont pas très sensibles, hein, donc il faut des suivis très longtemps, ce qui est extrêmement difficile dans les essais thérapeutiques et puis ils ne sont pas sensibles. Hem, le médi Des médicaments avec un effet modéré, on les loupera. Donc, des biomarqueurs, on n'en avait pas. Maintenant, en 2024, on peut dire qu'on a un premier biomarqueur, c'est l'imagerie, l'IRM quantifiée. Donc, c'est un travail là de Marseille, mais qui, qui est en accord avec le travail de groupe de Londres et Mary Riley et Michael Shai, qui ont montré récemment aussi la même chose. On peut évaluer la progression de la maladie pendant un an par l'IRM quantifié. L'IRM n'est pas un examen difficile. L'IRM quantifié devient de plus en plus accessible. On va publier l'utilisation de l'intelligence artificielle qui rend les choses très faciles. Donc voilà un premier biomarqueur, mais on ne va pas s'arrêter là. Nous avons déposé un projet auprès de l'AFM, Téléthon, une collaboration entre Marseille et Göttingen pour continuer la recherche de biomarqueurs, en particulier le biomarqueur sérique dans le sang. Je sais que là, ce projet a été bien évalué, considéré par les experts. J'espère que l'AFM Téléthon, il y a une potentiel de soutenir. Mais déjà, je remercie l'AFM Téléthon. Je sais que Jean-François, il est là pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté pendant la période de préparation, soumission de ce projet. Et je sais on peut compter de toute façon sur l'AFM Téléthon et pas que l'AFM Téléthon. Et cette collaboration que nous avons avec CMT, avec l'association CMT France, qui est très riche, qui fait notre force au niveau de la France. Cette collaboration est très, très importante, euh, qui est très positive. C'est un combat qu'on mène ensemble dans plein de domaines, en particulier dans le domaine d'essais thérapeutiques et la recherche. Moi, je suis heureux depuis quelques années de cette collaboration qui s'intensifie. Et l'exemple est la journée d'aujourd'hui, la journée de ce matin. Je regrette encore une fois de ne pas être en présentiel avec vous. Euh, euh, Malheureusement, il y avait un conflit d'agenda. Mais encore une fois, une très belle initiative pour montrer, oui, on a beaucoup d'atouts en France et on est même pionnier dans ce domaine et on va continuer de cette manière. Voilà.
Je vous remercie. Encore une fois, désolé pour ma voix et de ne pas être in vivo avec vous. Je vous souhaite une très belle réunion.